10h31 sur LCI, le fait du jour, c'est peu dire que l'histoire s'accélère ce matin avec cet après-midi, réunion à l'Elysée avec les plus grandes armées européennes et les chefs d'État et de gouvernement européens autour d'Emmanuel Macron pour discuter de quoi? De l'Ukraine et de la possibilité enfin d'essayer de bâtir ce que pourrait être une armée européenne. On en parle avec vous, Général Vincent Desportes, on est ravis de vous avoir, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Et puis on salue évidemment tous nos chroniqueurs, Yael Gauze de France Inter, Nivine Potros, bonjour Nivine, Isabelle Gounin et Xavier de Giacomoni. Alors essayons de replacer le décor et le contexte avec ces explications pour cette réunion cet après-midi cruciale à l'Elysée, signée Mathieu Carman. C'est une claque reçue en pleine figure vendredi à Munich et administrée par le vice-président américain J.D. Vance. Il est important dans les années à venir que l'Europe prenne vraiment en main sa propre défense. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de cette expression, le partage du fardeau. La mine grave, les Européens prennent une leçon. Parallèlement, ils reçoivent cet avertissement du chef du Pentagone. Il est temps d'investir, car vous ne pouvez pas supposer que la présence américaine durera éternellement. Et pour couronner le tout, l'émissaire spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, annonce que l'Europe sera à l'écart des négociations de paix en Ukraine. À toute allure, Emmanuel Macron bat le rappel des dirigeants européens. Une réunion est prévue cet après-midi à Paris, acculée. L'Europe a encore une carte à jouer. Il reste un point qui n'est pas résolu, qui est celui des garanties de sécurité. Il ne peut pas y avoir d'accord sur l'Ukraine sans garantie de sécurité. Et c'est là que les Européens peuvent jouer un rôle. Comment l'Europe est-elle défendue? 100 000 troupes américaines sont stationnées sur le continent. De l'autre côté, si l'on additionne les effectifs des armées de l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, 1 300 000 hommes. C'est difficile de coordonner parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes. Les pays à l'Est qui connaissent le danger russe ont déjà augmenté leur budget. Dites ça aux Portugais, aux Espagnols qui ne voient pas forcément le danger à leur porte. Ça va être difficile à les convaincre. Il y a ensuite un défi économique dans une Europe désindustrialisée. Aujourd'hui, les pays européens dépensent un tiers de leur budget militaire pour acheter de l'armement américain. Et après 3 ans de guerre en Ukraine, et malgré une réelle augmentation des cadences, l'Europe ne produit toujours pas assez de munitions. En 2024, 1,5 million d'obus ont été fabriqués. En comparaison, la Russie en a produit 3 à 4 millions. Problème d'autonomie aussi. La cellulose de coton, nécessaire pour fabriquer la poudre, est surtout importée des États-Unis, de Chine ou de l'Inde. Surtout, bâtir une défense européenne sans l'Amérique signifie augmenter les dépenses militaires et donc raboter les autres budgets, défi de taille pour des pays parfois lourdement endettés. Voilà, ça fait énormément de questions, vous l'aurez compris. Général Desportes, on a l'impression qu'il y a le feu au lac, là. Il y a une course contre la montre. On peut encore bâtir une armée européenne si les États-Unis s'en vont et surtout si les États-Unis font cavalier seul, ce qui a l'air d'être le cas avec Vladimir Poutine. Il y a 2 choses dans votre question. Peut-on bâtir une armée européenne? La réponse est catégoriquement non. Puisqu'une armée européenne supposerait une autorité politique légitime, capable d'envoyer au feu n'importe quel citoyen européen. L'Europe n'est pas un pays. L'Europe n'est pas une nation. Donc ça n'arrivera pas avant des années. Par contre, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est de constituer un ensemble de forces européennes ayant la capacité de combattre ensemble et étant déterminées à le faire s'il en était besoin. Et ça, c'est encore possible. Évidemment, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que la politique américaine, depuis 80 ans maintenant, a été que l'Europe n'aboutisse jamais et qu'en particulier, il n'y ait pas d'Europe de la défense. Avec une conséquence... C'était voulu. C'était voulu, exprimé. Je peux vous donner pas 1000 citations, mais un grand nombre de citations vous le disant clairement. Malgré le discours de réarmez-vous, vous vous réarmez sous notre autorité. Et aujourd'hui, on est là aussi dans une révolution copernicienne. On nous
dit débrouillez-vous seul. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est pas parce que nous manquons de soldats, vous l'avez montré, nous en avons 1 500 000. C'est pas parce que nous manquons de chars, c'est pas parce que nous manquons d'avions, c'est parce que toute l'architecture générale de la défense européenne est américaine. Les moyens de planification, les moyens de commandement, les moyens de frappe dans la profondeur, les moyens de renseignement, les moyens de transmission. Si vous voulez, il faut bien voir que les forces européennes aujourd'hui, c'est comme des moyens qu'on plug sur une architecture générale américaine. Et que si demain, nous devions faire la guerre ensemble, eh bien, nous serions juste incapables de le faire. Nous n'avons pas de moyens de transport stratégique, nous n'avons pas de moyens de refueling qui nous permettent de conduire une bataille aérienne longtemps. Donc le problème est moins un problème de moyens qu'un problème d'européanisation de cette architecture et d'intégration de nos forces. À côté de ça, bien sûr, nous n'avons pas assez de chars et d'avions. Mais ça n'est pas le problème principal. Aujourd'hui, nous sommes incapables de nous battre sans les Américains. Il y a quand même un problème financier aussi. Vous dites que c'est compliqué, mais côté finance, il faudrait mettre énormément d'argent sur la table. On parle quand même peut-être de montants assez exorbitants. Ursula von der Leyen a dit parfois 500 milliards d'euros, donc c'est considérable. Thierry Breton disait un peu moins. Donc où trouver cet argent? Il faudrait dépasser les déficits, les normes actuelles de déficit européen. Alors je crois que Mme von der Leyen est en train d'aller dans ce sens-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent, on le trouvera dans la perception de la révolution qui est en train de se passer dans le monde et dans la volonté des populations. Or, ce qui m'embête, effectivement, c'est que nos politiques, par exemple, ne traitent pas de ces problèmes-là, qui sont des problèmes existentiels. Je vois même que sur les chaînes, à part LCI, sur les chaînes nationales, par exemple, on n'en parle pas vraiment. Et tant que la population des différents pays européens ne comprendront pas que leur existence même, que leurs valeurs mêmes sont en péril, il sera difficile de trouver cet argent, parce que cet argent nécessitera impérativement de nouveaux équilibres, de nouveaux arbitrages et une augmentation des moyens, probablement des impôts, et une bascule quelque part, pour être clair, de l'État social, de l'aide-redon social dans les capacités. Vous avez vu le climat politique en France en ce moment, hein? Oui, mais justement, est-ce que finalement Donald Trump et J.D. Vance, qui étaient en Europe, qui s'en est pris à la politique européenne, qui fait de véritables, qui s'est notamment en Allemagne, il veut changer les choses, il discute avec l'AfD et pas avec le chancelier en place, est-ce que finalement il ne nous donne pas une chance, une raison d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est pas le bon moment? C'est pas le bon moment, c'est le moment qu'il faut saisir absolument. Obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Et peut-être, mais nous verrons bien, nous remercierons après-demain Trump de nous avoir poussé à faire deux choses. Première chose, à nous donner ce que la France demande depuis longtemps, une autonomie opérationnelle. Nous ne l'avons pas, je l'ai dit. Si nous n'avons pas d'autonomie opérationnelle, nous n'avons pas d'autonomie. Nous ne sommes pas autonomes. Je croyais qu'on avait l'arme nucléaire autonome et qu'on avait l'autonomie, contrairement aux Anglais, par nucléaire exemple. mis à part. Attendez, je rappelle ce que je viens de dire. Chaque nation est capable de se battre pour elle. C'est-à-dire que nous, on est capable, on sait, de se battre pendant quelques jours contre l'armée russe. Mais pour constituer une force européenne, nous ne sommes strictement pas capables. Au niveau européen, d'accord. Au niveau européen. C'est pour ça que je vous dis que toute l'architecture de la défense européenne, elle est américaine. Et que donc, si on ne construit pas ça, eh bien, nous ne sommes pas capables. Regardez les budgets des armées. Nous, on est à 2,1, 2,3 du PIB, à peu près, 2,1. Les Polonais veulent aller jusqu'à 4, puis alors il y a des petits poussets. Hein. Eh bien, il faut monter très loin. Vous avez raison, nous sommes, je crois, le 17e pays en termes de pourcentage du PIB. On peut faire mieux. On était à 4,5, voire à 5% pendant la guerre froide. Or, aujourd'hui, la menace est supérieure à celle de la guerre froide. Mais je continue à répondre à votre question qui est tout à fait intéressante. Trump nous amène à l'autonomie. Et merci, parce que c'est indispensable. Et la deuxième chose, il amène à la réunion de cet après-midi, enfin. Nous venons de comprendre que l'Europe à 27 est absolument incapable de se donner une stratégie parce que les ambitions sont différentes. Et Général, vous dites merci Trump de nous lâcher, en fait? Je dis merci Trump de nous faire réagir, de nous obliger à réagir. Et je continue sur ce que je dis. Pour la première fois, on voit un directoire de l'Europe se mettre en place à l'Élysée, et j'espère qu'il durera. Mais il faut bien un cœur de pays responsable, capable de se donner une volonté et capable de donner une direction générale. Pourquoi est-ce que nous perdons cette guerre alors que
le PIB de l'Europe, c'est 10 fois le PIB de la Russie. Nous sommes 450 millions, ils sont 140 millions, etc. Nous avons 1 500 000, ils n'ont pas autant de soldats, les Russes. Pourquoi ? Parce que depuis le début, nous ne faisons pas de stratégie. Et nous ne faisons pas de stratégie parce que nous sommes incapables de nous donner un but commun. Depuis le début de la guerre, nous sommes en réaction. Et là, heureusement, pour l'instant, on arrive en proaction. On se dit, il faut faire quelque chose. Et je dis, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais pour l'instant, Trump peut-être va enfin nous permettre de créer une Europe qui sera un acteur géopolitique responsable d'elle-même.